Bonsoir, il y a 48 ans, le 8 mai 45, quand l'Allemagne nazie capitulait, quand l'Europe mettait fin enfin à la guerre, cette boucherie, elle devait penser que plus jamais les Européens n'allaient s'entretuer, que la paix allait régner une fois pour toutes sur notre vieux continent ensanglanté. Aujourd'hui, 8 mai 93, des Européens s'entretuent dans l'ex-Yougoslavie. Les deux images du jour sont révélatrices. Regardons d'abord la première, tournée ce matin à Paris par Renaud Fessaguet et Gilles Dobler. On y voit côte à côte, à l'Arc de Triomphe, François Mitterrand et Édouard Balladur commémorer la victoire des Alliés, la paix. François Mitterrand, Édouard Balladur, François Léotard, réunis, stoïques, sous la pluie tenace. C'était ce matin, au pied de l'Arc de Triomphe, la première image publique de la cohabitation, la première photo officielle. Le prétexte, l'anniversaire du 8 mai 45, jour de la capitulation allemande, ou encore de la victoire alliée. Pour honorer les combattants et les morts de 39-45, au-delà des clivages, les mêmes gestes, les mêmes symboles. La gerbe de roses rouges déposée par le président de la République sur la tombe du soldat inconnu, la remise de la Légion d'honneur aux derniers anciens combattants. L'occasion aussi de montrer que la cohabitation fonctionne, pour le moment, qu'elle comporte même un minimum de dialogue. Mais était-ce la pluie? Était-ce l'altération du souvenir? Ce 8 mai a attiré peu de monde à Paris. Ça m'étonne un petit peu de voir que ça intéresse personne et que même quand, pour une fois que j'aborde une médaille de résistance, on me demande ce que c'est, parce que les gens n'ont plus du tout l'impression que ça existe encore. Cela n'intéresse personne, peut-être parce que l'instruction civique n'est plus ce qu'elle était. Parmi les enfants invités à la cérémonie, beaucoup ne savaient pas ce qu'était l'armistice. 8 mai, qu'est-ce que c'est? C'est un défilé. C'est tout? Il y a le président qui passe. Et pour combien le 8 mai? Pour dire bonjour au président. Je sais pas trop. C'est la fin de la guerre 1945. Il faudra encore beaucoup de travail pour éviter que le 8 mai ne soit qu'un défilé ou un jour de congé. Il faut croire que les hommes perdent facilement la mémoire. La seconde image provient cette fois de Bosnie, où les chars serbes défilent en toute impunité, où l'armée conquérante continue d'exploiter à son profit l'hésitation des grandes puissances. Jérôme Boni. Les Panthères, force d'élite des Serbes de Bosnie. Après avoir participé au siège de la ville musulmane de Srebrenica, cette unité blindée se redéploie dans le nord-est de la Bosnie. Impossible de dire maintenant quel est son nouvel objectif. Mais il est clair que les troupes serbes sont toujours sur le pied de guerre. Alors que les capitales étrangères essaient d'accorder leur violon pour contenir leur avancée, les milices serbes n'ont, semble-t-il, rien perdu de leur ardeur nationaliste. La dernière tentative des Nations Unies, créer des zones de sécurité, semble vouée à l'échec. Les combats se sont poursuivis à Goražde et à Zepa. C'est en tout cas ce qu'affirme un radioamateur capté à Tuzla, selon lequel les Serbes pilonnent Zepa et sont à 1 km. À Tuzla affluent les réfugiés du secteur. Les casques bleus britanniques, trop peu nombreux, se cantonnent à leur mission purement humanitaire. Annoncer des zones de sécurité n'a aucun sens si les Nations Unies n'envoient pas de nouvelles troupes. Cela risque d'attendre. À Moscou, au sortir d'une rencontre avec le Premier ministre canadien, le président russe Boris Yeltsin réaffirme qu'il faut encore donner sa chance au plan Vance-Owen et espérer un vote des Serbes de Bosnie en faveur de la paix le 15 mai prochain. Et sur le terrain, un homme tente inlassablement d'obtenir un accord qui ne soit pas dénoncé au bout de quelques jours, une trêve qui ne soit pas rompue au bout de quelques heures. Le général Morillon, nos envoyés spéciaux Stéphane Magnier, Jean-Marie Lemaire et Jean-Paul Fauré ont suivi les négociations qu'il a entamées aujourd'hui avec les frères ennemis. La scène se déroule devant le siège de la présidence à Sarajevo. Le général Morillon vient de quitter le président bosniaque Izetbegovic. Une foule compacte, angoissée, coince le général dans sa voiture. On ne le laissera pas passer pour aller discuter avec les autres sans l'autorisation de notre président. Le général sort et il demande. Laissez-moi travailler. J'ai sauvé Srebrenica. Je vais sauver Zepa. Je suis là pour ça. Toutes les minutes que vous me faites perdre ici, c'est pour mon travail et pour vous. Finalement, le président Izetbegovic doit ouvrir le passage au général. Et toute l'ambiguïté des relations entre l'ONU et les musulmans est résumée par cette scène.
Car quand le général Morillon retrouve quelques minutes plus tard les chefs des deux armées ennemies, il n'est plus question dans la négociation de faire appliquer tout de suite l'intégralité des résolutions de l'ONU. Les Serbes ont de nouvelles exigences. Les Bosniaques ne sont pas d'accord pour la démilitarisation de Jepa, Goražde et Srebrenica, qu'ils considèrent comme une reddition pure et simple. Finalement, le général Morillon obtient du général Mladic, chef des Serbes, une ouverture. Le général Mladic est en train de confirmer ses ordres pour cesser le feu immédiat et le libre passage des observateurs. Avancer pas à pas, gagner du temps, empêcher les Serbes de prendre les 3 poches musulmanes avant le référendum, c'est la tactique de Morillon. Mais dans l'affaire, il n'y a qu'un seul homme à se montrer résolument optimiste, c'est le chef des Serbes. Il sait que l'intervention militaire internationale est reportée et c'est tout ce qui l'intéresse. Précisément, les grandes puissances tentent toujours de définir une attitude commune. La France a demandé par la voix d'Alain Juppé hier soir sur notre antenne aux Américains et aux Russes d'être présents sur le terrain, autrement dit, d'envoyer des casques bleus en Bosnie. Boris Yeltsin est réticent, Jérôme Bonny vous l'a dit. Quant à Bill Clinton, il a réuni aujourd'hui ses principaux collaborateurs à la Maison-Blanche, réunion suivie par notre envoyé spécial permanent à Washington, Jean-Marc Ilouze, que l'on va retrouver en direct de Washington. Quelle est la réponse américaine à la proposition française, Jean-Marc ? Eh bien, Paul, pas de réponse publique aux propositions d'Alain Juppé. Officiellement, ce matin, le porte-parole de la Maison-Blanche a expliqué que ces propositions n'ont pas été évoquées au cours de ces 2 heures de consultation sur la Bosnie qu'ont eu le président Clinton et ses principaux conseillers de la Maison-Blanche en politique étrangère. Alors, vous le savez, les Américains n'enverraient de troupes en Bosnie qu'après que les 3 partis bosniaques acceptent et respectent les conditions de cessez-le-feu prévues par le plan ON. Et bien sûr, on en est encore très loin. Mais quelle pourrait être finalement la décision de Bill Clinton? Qu'est-ce qui ressort de cette réunion aujourd'hui à la Maison-Blanche, Jean-Marc? Alors écoutez, il y a 2 choses. D'abord, les consultations téléphoniques du secrétaire d'État Warren Christopher avec les Européens et les Russes continuent. En dépit des différences de point de vue, de part et d'autre, on fait assaut d'optimisme en expliquant que sur le thème de la fermeté maintenue à l'égard du camp serbe, tous ont la même volonté de parvenir à une solution commune. Alors cette solution commune, on le confirme à la Maison-Blanche, consisterait pour les alliés les Américains à tenter de tenir compte du revirement politique apparent des Serbes de Belgrade, à condition que le président Milosevic tienne sa promesse et mette en place un embargo réel et effectif à l'encontre des Serbes de Bosnie. Merci Jean-Marc Ilouze pour ces précisions. Le chef de la Maison-Blanche a sans doute évoqué avec son équipe une autre affaire qu'il prend très au sérieux. L'Irak aurait tenté d'assassiner George Bush lors d'une visite de ce dernier au Koweït à la mi-avril. Nous retrouvons Jean-Marc Ilouze. C'était à la mi-avril et les Koweïtiens faisaient un triomphe à leur sauveur de la guerre du Golfe, l'ex-président George Bush, commandant en chef de la coalition qui en 1991 avait libéré leur pays de l'occupation irakienne. Selon le Washington Post, des sources haut placées de l'administration Clinton ont la conviction que l'Irak est mêlé à une triple tentative d'assassinat de George Bush à l'occasion de ces cérémonies. Tentative avortée, à aucun moment les terroristes n'ont pu passer à l'acte. Ni leurs 2 voitures piégées, ni leurs kamikazes bourrés d'explosifs n'ont pu se rapprocher suffisamment de leur cible. 16 personnes, dont 11 Irakiens, ont été arrêtés, des centaines de livres d'explosifs et un matériel extrêmement sophistiqué ont été saisis par les services de sécurité koweïtiens. Avant de demander l'extradition des suspects, ou peut-être de décider de répliquer directement à l'Irak, les autorités américaines semblent vouloir d'abord interroger elles-mêmes les prisonniers. Ce sera chose faite dans 48 heures. Jean-Paul II veut lutter contre le diable et le diable pour le pape s'appelle aujourd'hui la mafia. À son arrivée en Sicile, Jean-Paul II a demandé aux habitants de l'île de faire preuve de courage contre la pieuvre. Nicolas Vinclair. Pour des milliers de Siciliens, cette messe est celle de l'espoir. C'est au cœur même des terres de la mafia que Jean-Paul II a choisi de porter son message. À Trapani, première étape de la visite du pape, 16 personnes ont été tuées depuis le début de l'année par les hommes de Cosa Nostra. Une visite symbolique, sans doute aussi une réponse à certains intellectuels italiens qui mettent en cause l'attitude de l'église sicilienne face à la mafia. Hier, la veuve du juge Borsellino exhortait l'église à s'engager plus ouvertement dans la lutte contre Cosa Nostra. Un message apparemment entendu par le pape qui souhaite engager désormais une véritable croisade contre la mafia.
Appelant la population à faire preuve de courage et de fermeté, il a accusé les mafiosi d'être, je cite, « au service du diable ». Ce soir, pour mieux montrer sa détermination, le pape se rendra à Agrigente, une autre plaque tournante du crime organisé. Mais parce qu'il prêche aussi le pardon, Jean-Paul II entend visiter lundi après-midi les prisons siciliennes pour y rencontrer les parrains et les repentis. Si Jean-Paul II a dénoncé avec autant de force l'emprise de la mafia, c'est parce qu'il en connaît les méfaits. En s'arrêtant à Trapani, l'un des fiefs de la Cosa Nostra, le pape a pu se faire une idée précise de l'influence qu'elle exerce sur la société italienne. L'argent de la mafia est partout. Reportage de nos envoyés spéciaux Olivier Lerner et Emore Galeassi. Tout le monde adore le pape en Sicile, y compris les mafiosi, qui ne sont pas des païens. Pas tendres non plus. Tant à Trapani qu'à Mazara del Vallo, deux fiefs de la mafia, deux villes où tout le monde se plaint mais où personne n'ose vraiment se révolter. Tout le monde parle de mafia ici, mais c'est un mythe, la mafia à Trapani. Elle n'existe pas. La mafia, en ce moment, c'est pas quelque chose de très important. Il y a bien d'autres problèmes dans le pays. À Mazara del Vallo, Jean-Paul II est resté sur la Grand Place. Il n'a pas vu, derrière lui, le port de pêche où l'on décharge du poisson, mais également des cigarettes et de la drogue. Il n'a pas vu non plus devant lui les rues étroites de cette ville de 50 000 habitants où 5 000 Tunisiens forment une communauté compacte qui aura bientôt sa mosquée. Vous n'avez jamais été inquiété par des mafieux qui sont venus vous voir ici? Complètement. Nous sommes respectés de tous les Italiens et nous sommes comme des fratelli. Je suis en règle comme document, mais comme travail, je travaille en noir. Je suis marié, j'ai une fille. Est-ce que la mafia est forte ici? Vous sentez des pressions? Je peux pas répondre. Ils vivent en paix, ces Tunisiens. Ils bénéficient de ce qu'on appelle ici la pax mafiosa, la paix mafieuse, ce qui permet aux chefs mafieux de minimiser les risques de voir les citoyens aller se plaindre à la police pour un oui ou pour un non. Mazara comme Trapani en Sicile orientale, deux villes censées être les plus pauvres d'Italie. Et pourtant, bijouterie, banques et poissons variés ne manquent pas. Une abondance de fonds en liquide attribués aux entreprises de la mafia. En s'attaquant de face au clan des Siciliens, Jean-Paul II prend le risque de ne pas faire toute l'unanimité autour de lui. On le sait, de nombreuses paroisses en Sicile entretiennent d'excellentes relations avec la mafia. C'est donc tout un système de vie qui est dénoncé aujourd'hui par Jean-Paul II, qui fait également une sorte de beau mea culpa. Statistique effrayante, il y a chaque année en France 1500 femmes enceintes séropositives. Les Alpes-Maritimes arrivent en tête dans ce triste classement des départements. Une femme enceinte sur 100 est séropositive. Explication en partie, la drogue. Valérie Hermite, Didier Beaumont. Un chiffre et un triste record au niveau national. Une femme enceinte sur 100 dans les Alpes-Maritimes est porteuse du virus du sida. C'est 2 fois plus qu'à Paris, qui détient pourtant le plus fort taux de séropositivité en France. Elles sont contaminées par l'utilisation de la drogue intraveineuse dans 70% des cas. Cela veut dire que dans 30% des cas, elles sont contaminées selon le mode sexuel. Ce mode de transmission par voie sexuelle est en effet en augmentation ces dernières années. La grande majorité de ces femmes savent qu'elles sont séropositives. Le dépistage du sida n'est pas obligatoire, mais systématiquement proposé en cas de grossesse et en général bien accepté. Est-ce que vous, on vous a proposé de faire un dépistage? Oui. Et puis je trouve ça normal. Si on ne me l'avait pas proposé, je pense que je leur ai demandé où je serais allée le faire de toute façon. Est-ce que s'il avait été positif, ça aurait changé quelque chose? Je sais pas. Non, c'est vrai, je sais pas. Je sais pas. Non, je sais pas vraiment. Une réponse difficile à une question qui l'est tout autant. Là encore, les comportements ont changé. Il y a 5 ans, dans la région, 60% des femmes séropositives gardaient leur enfant. Aujourd'hui, elles ne sont plus que 35% à vouloir accoucher. On leur conseille certainement d'interrompre leur grossesse, mais nous ne sommes pas juges, c'est-à-dire que le couple, en fait, prend sa décision après cette information. Un risque que certains couples décident quand même d'affronter en connaissant ces chiffres. 20 à 25% des enfants de femmes séropositives seront contaminés. Les études actuelles montrent que très peu vivront au-delà de leur 5e année.
Le personnel de l'usine Sopalin à Sotteville-les-Roux, en Seine-Maritime, était en grève depuis 3 mois parce qu'il refusait la suppression de 312 emplois. Le conflit a pris fin. Quelques emplois ont pu être sauvés, mais pas tous. 209 personnes au total doivent être licenciées. Anne Guéry. Ils ont brûlé une dernière palette et puis ils ont levé les piquets de grève. Les salariés de l'usine Kimberly-Clark Sopalin ont approuvé le protocole d'accord signé avec la direction. Le conflit est donc terminé, mais la victoire est amère, car sur les 312 licenciements, ils n'ont pu sauver qu'une poignée d'emplois. 17 emplois sauvés, plus tous ceux qui seront dans le portage, c'est-à-dire qui vont rester 1 an, 2 ans, 3 ans dans l'entreprise et qui partiront en FNE après. Il n'y aura donc pas de 312 licenciements compte tenu des pré-retraites, des mutations internes et des postes à temps partiel. Mais malgré tout, l'usine va supprimer 209 emplois. Les grévistes ont accepté, faute de pouvoir obtenir plus après 3 mois de conflit. La semaine dernière, les ouvriers du livre CGT tenaient encore tête aux policiers. Aujourd'hui, ils ont repris le chemin des ateliers. Mais pour tous ce soir, le compromis est sans doute difficile à accepter. Pas de manifestation paysanne aujourd'hui. Les agriculteurs, à l'image de leurs principaux syndicats, semblent satisfaits des mesures prises hier en leur faveur par le gouvernement. Comment réagissent-ils précisément sur le terrain, c'est-à-dire dans leurs fermes? Sandrine Meurck et Christophe Cadeau se sont rendus à Montaftruc, près de Toulouse. Bon devoir, mais peut mieux faire. C'est la note que cet agriculteur de 33 ans accorde à la copie Balladur. Comme beaucoup d'exploitants midi-pyrénéens, Joël Berton jongle avec les quotas laitiers, les calamités naturelles et des revenus inférieurs ou égaux à 0. Et si lui n'est pas endetté jusqu'au cou, il doit pourtant exercer un second job pour vivre. Joël Berton applaudit aux subventions gouvernementales, même si pour d'autres, elles sont destinées à faire avaler la pilule du GATT, sur le point d'être renégociée. Ça peut être interprété comme étant un appât. C'est quand même 1,9 milliard. Le geste est séduisant. J'espère, je vous dis simplement, que c'est un début. À mon avis, ça ne suffira qu'à compenser en partie l'endettement qui existe déjà donc, et les dégâts qui sont déjà faits dans les campagnes. Allègement des charges fiscales, 20% de dotation supplémentaire pour les jeunes, étalement de la dette. Toutes ces mesures de soutien visent essentiellement à soulager le très fort endettement de la majorité des agriculteurs. Mais la plupart d'entre eux estiment que les propositions Balladur ne répondent pas sur le fond aux questions qu'ils se posent sur l'avenir de leur profession. Les agriculteurs aujourd'hui ne savent pas où ils vont. Toutes les mesures qui sont prises depuis une dizaine d'années sont décousues d'orientation quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, on ne sait plus que dire à un jeune qui va s'installer. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas s'il faut continuer de produire ou ne pas produire et ce qu'il faut produire. Puisque d'un côté, on nous baisse des prix, d'un autre côté, on nous met des primes compensatrices. Donc, ce que nous demandons depuis un bon nombre d'années, c'est d'avoir une véritable loi d'orientation de l'agriculture. Au moment où déjà de gros sacrifices vont être demandés aux Français, reste à savoir quel prix le gouvernement est prêt à mettre pour garder ses agriculteurs au pays. Michel Barnier lance 2 nouveaux termes, éco-croissance et éco-citoyenneté, mais il ne s'agit pas d'un caprice linguistique. Pour le ministre de l'Environnement, ces nouvelles formules doivent refléter un nouveau comportement. Michel Barnier refuse en effet d'opposer l'économie à l'écologie. Il veut au contraire les marier. Elisabeth Esley. Première ambition du ministre de l'Environnement, développer l'éducation et la formation. Dans le primaire, pour les élèves, davantage de classes vertes et pour les maîtres, un cycle de formation à l'environnement. Plus tard, au collège, à partir de la 4e, le thème de l'écologie sera systématiquement intégré dans les programmes. Toujours dans le domaine de l'éducation, lancement à la rentrée prochaine d'une opération nationale qui mobilisera 1000 établissements sur le thème 1000 défis pour la planète. En matière d'aménagement du territoire, priorité à la défense de la qualité de l'eau. L'objectif est de réduire à 0 d'ici 5 ans les effets des déversements toxiques et d'arriver à épurer 70% des rejets urbains. Enfin, Michel Barnier a annoncé la création d'un service militaire dans les travaux de protection de la nature. Dès le 1er janvier prochain, 250 appelés pourront assurer la protection, l'entretien, la surveillance des parcs naturels ou des forêts. Une possibilité qui devrait séduire les objecteurs de conscience. La durée de leur service passerait alors de 20 à 10 mois. On peut toujours faire des lois, des règlements, on peut faire des choses sur le terrain. Si les comportements ne changent pas, si on continue dans ce pays et dans le monde à être aussi égoïste. Et vous savez, l'égoïsme, il est à la source de toutes les pollutions. Quand on jette quelque chose par la fenêtre, quand les entreprises polluent, quand les pays riches envoient leurs déchets dans les pays pauvres, ça c'est de l'égoïsme. Eh bien je pense que de cette logique-là, la logique de l'égoïsme et du chacun pour soi, il faut passer à une autre logique, celle du chacun pour tous. Quand on protège, on se protège et on protège les autres.
Les tourterelles meurent à nouveau, les chasseurs s'adonnent en effet à nouveau à leur plaisir favori. Ces scènes de chasse dans le Médoc n'ont pas été précédées cette fois par l'affrontement désormais rituel avec les écologistes. Les uns et les autres ont préféré se retrouver autour d'une table. Les tourterelles n'ont pas été conviées. Reportage en Gironde de Gilles Marinet, Éric Bach. Pas d'armistice pour les tourterelles. Ce matin, les chasseurs du Médoc ont bravé une nouvelle fois l'interdit européen. Il y a un temps, mais des plombs, et puis des bouteilles. Pas d'armistice, mais plus tout à fait la guerre. Au lieu de s'affronter sur le terrain, écolos et chasseurs ont préféré une table ronde à Bordeaux, un débat sur les méthodes de comptage des oiseaux. Seul des postes de comptage sur un front de près de 100 km peut permettre une étude rationnelle de la migration des tourterelles. La méthode de comptage des chasseurs tendrait à prouver que l'existence de la tourterelle n'est pas menacée. Faux, répond Alain Bougrain-Dubourg, venu en débattre cet après-midi à la préfecture de Gironde. L'objectif est de savoir quel est l'état de la population des tourterelles. Ce sera l'objet de la réunion essentiellement. Alors on va donner la parole aux biologistes du Muséum national d'histoire naturelle. Voilà. Affaire à suivre. Affaire à suivre, ou plutôt dialogue de sourds, puisqu'après plusieurs heures, chacun campe sur ses positions. Les défenseurs des oiseaux demandent la pause dans la chasse. Je crois qu'il serait décent, vu le rapport rendu par le Muséum national d'histoire naturelle, de baisser les armes pendant les 10 derniers jours. Je crois qu'il y a, au niveau de cette loi, bien entendu, une modification profonde à faire, revenir à une notion de gestion et non pas une notion de période pour le gibier. C'est clair, les chasseurs ne baisseront pas le fusil. On croyait la tension apaisée en Médoc, mais depuis ce soir, de nouveaux affrontements sont à craindre. Forger ne jouera pas à Roland-Garros. Le numéro 1 français souffre d'une blessure au genou. Il a préféré déclarer forfait pour ne pas compromettre sa carrière. Thierry Clopeau. Sale temps pour Guy Forget. En l'espace d'un peu plus d'un an, le numéro 1 français, 4e joueur mondial fin 91, a perdu 13 places au classement ATP. Sa dernière bonne performance ici, en novembre dernier à Bercy, en finale, face à Boris Becker. Depuis, Forget est devenu un joueur ordinaire, sorti au premier tour à Monte-Carlo et cette semaine à Hambourg face au 265e mondial. La cause de ses contre-performances a enfin été décelée par les médecins de la fédération. Une lésion au cartilage de la rotule droite, un repos forcé d'1 mois, avec pour première conséquence le forfait à Roland-Garros. La blessure s'est aggravée au fil des semaines et c'est vraiment plus sage à l'heure actuelle de s'arrêter parce que je suis d'une part pas capable physiquement, je dirais, de tenir la distance et de jouer à 100% et je risque de compromettre la suite de ma carrière tout simplement. 1 mois au moins d'abstinence tennistique donc pour Forget. Il ne pourra même pas s'adonner à son passe-temps favori, le surf, du côté de Biarritz. Les médecins sont formels, repos total, infiltration à la clé. Si Forget veut être présent fin juin à Wimbledon, mais rien n'est encore acquis. Ça peut être beaucoup mieux dans 1 mois, comme ça peut prendre 3 mois. 3 mois, ça serait beaucoup moins drôle parce que ça me ferait rater quasiment Roland-Garros, Wimbledon et voire l'US Open. Donc quasiment toute la saison 93. Wait and see. En tout cas, une chose est sûre, ce soir, Guy Forget sait au moins pourquoi ces derniers mois, il n'était devenu que l'ombre de lui-même. Les crises économiques favorisent la créativité, c'est bien connu. Quand les consommateurs se montrent réticents, les vendeurs doivent faire preuve d'une grande imagination. Ils ont un lieu pour exposer en vrac toutes leurs idées, la Foire de Paris. Patrice Romden et Hervé Pozzo l'ont sillonné et vous proposent un catalogue à l'après-vert. Le soir, vous voulez le réutiliser le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? En 2 heures c'est sec, vous décrochez l'anneau, vous recrochez dans le placard. J'ai même vendu une fois à un douanier, il a réussi, c'est pour vous dire. Hein. Il vendrait du sable à un touareg, de l'air à un alpiniste. Ce sont les démonstrateurs. 10 heures par jour, ils captivent la foule et de cela, ils vivent. Je n'ai jamais réussi à faire évoluer mes produits si je ne peux pas parler directement avec les gens. Tout ce qu'on peut me rapporter par des intermédiaires, ça ne marche pas. Alors que quand je discute avec eux, là vous avez vraiment les gens en face de vous. C'est la plus belle enquête de marketing que vous ferez jamais et c'est pratiquement gratuit. Non, parce que la peinture comme ça, c'est déjà pas commode. Hein. Comme ça, tu peux t'appeler Van Gogh ou Raphaël, vous n'êtes pas sorti de l'auberge, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous montrez la même chose, mais les mots, c'est pas les mêmes et vous variez sans arrêt. Les ficelles du métier, c'est quoi? Le courage. Du courage pour répéter inlassablement les mêmes gestes. Chaque jour, cette jeune femme s'assoit des centaines de fois sur son siège porte-bagages et chacun, naturellement, propose ici le meilleur produit du monde. On récupère ainsi 80% de place sur une
une barre de rangement. Vous arrive de mentir? Vous arrive de mentir? Bien sûr, comme tout le monde aussi. Ah non, là pour le produit, non, je mens pas, parce que je m'en sers moi-même. D'un sourire l'autre, en toute partialité pour notre coup de cœur. Une mezzanine à hauteur variable. Démonstration. Le principe, c'est de monter et descendre un plancher au plafond, ce qui permet de doubler l'espace art de vivre dans une maison, sachant qu'on peut faire descendre une chambre complètement du plafond. Elle vient reposer au-dessus d'un coin salon, ou d'un coin bureau, ou d'un espace art de vivre. Premier prix 15 000 francs, manivelle comprise, car en cas de panne de courant, on se fait les biceps. Et puisque on est entré ainsi dans la dernière rubrique baroque de ce journal, allons aux États-Unis et suivons avec Bruno Albin les efforts méritoires et originaux d'un homme gros, très gros, qui tente de l'être un peu moins. Je n'ai pas dit maigrir. Pour perdre son ventre, il a mis sa tête à prix. 100 000 $ de récompense à qui surprendra Nick Rousseau et ses 145 kilos dans un restaurant avant qu'il n'ait retrouvé la ligne. Cela ne l'empêche pas de se cuisiner de la dinde, parce que c'est une viande maigre, dit-il, comme avec envie. Et il a rayé de la carte tous ses amis cuisiniers. C'est comme si on demandait à un drogué d'aller se désintoxiquer en habitant chez son dealer. Il a donc placé son affiche dans tous les restaurants de la ville et contemple, non sans concupiscence, les agapes qu'il s'est interdites. Au menu, chez lui, avec les blancs de dinde réchauffés dans le jus de cuisson dégraissé, une salade cuite à l'eau, des pommes de terre en robe des champs et sur la table, de l'eau minérale parfaitement plate. Je me tuais avec un couteau et une fourchette. Le médecin m'a fait monter sur la bascule. Il m'a dit que pour mon poids, je devrais mesurer 2,70 m. Comme il y a peu de chances que je recommence à grandir, je me suis mis au régime. Mais Nick Rousseau est un récidiviste. Il y a 2 ans, il s'était déjà mis à prix pour arriver à perdre 45 kilos superflus. Mais à force de célébrer cette victoire sur lui-même, il a tout repris. Cette fois, il a augmenté la récompense parce qu'il y a plus de poids à perdre. Un jour, j'ai mangé 60 hot dogs en 2 heures. Une autre fois, en Espagne, j'ai commandé tout le menu. J'ai vraiment cru que j'allais mourir sur place. Malgré son poids, ce n'est pas un homme qui parie à la légère. S'il a bien réussi dans l'immobilier, il aime rappeler qu'il a commencé dans la vie comme ouvrier mécanicien et qu'il sait qu'un sou est un sou. Car au fond, ces affiches dont tout le monde parle, c'est aussi de la bonne pub pas chère. Je suis gros mais pas stupide. Pas la peine de rêver, ni de le suivre pas à pas, Nick Rousseau ne craquera pas. Bon appétit quand même. Baroque toujours, mais dans un autre registre. Bill Christie, un Américain français d'adoption, par amour pour notre culture, a ressuscité un opéra que les Français eux-mêmes ont ignoré pendant 3 siècles, Médée, de Marc-Antoine Charpentier. Seul Louis XIV avait eu le privilège de le voir, privilège désormais partagé par nos contemporains, pour le plus grand plaisir de Michel Strulovici et Daniel Lefebvre, Médée en avant-première pour France 2. Cet Américain bien tranquille, William Christie, est un chef d'orchestre que le monde nous envie. Paradoxe, ce natif des États-Unis nous fait découvrir notre patrimoine culturel d'il y a 3 siècles. William Christie, le plus français des Américains. Pour preuve, même ses comparaisons musicales sentent le terroir. C'est comme si, je ne sais pas, vous proposez un bon foie gras mi-cuit à quelqu'un qui n'a jamais goûté. C'est un petit peu comme le répertoire que nous faisons découvrir. Médée, tragédie lyrique où tous se déchirent au nom de l'amour et de la jalousie. Drame de la colère de la reine Médée, femme bafouée. Sa rivale, une jeune princesse, aime Jason, son époux. C'est un chef-d'œuvre. Et Charpentier, en dehors de sa musique religieuse, les
grande messe, le grand télium que tout le monde connaît, doit être connu, reconnu pour Médée. Voici donc Médée, tragédie lyrique, ressuscitée après 3 siècles d'oubli par la grâce de William Christie et du metteur en scène Jean-Marie Villégier. Voilà, les Strasbourgeois pourront admirer Médée fin mai et les Parisiens ou les Parisiennes de passage en juin. La soirée sera très musicale d'ailleurs ce soir sur France 2 avec Pascal Sevran qui fêtera la 1500e de La Chance aux chansons avec notamment Renaud, Georgette Lemaire et Annie Cordy. Musique toujours avec Elsa qui sera reçue par Nagui. À minuit, Catherine Sellac vous présentera le dernier journal et dans un instant, Sophie Davant vous dira que le temps demain sera très variable, c'est-à-dire pluvieux. Je vous retrouverai demain à 13h pour une nouvelle édition. Bonne soirée sur France 2, bonsoir.